Bonjour. Merci à tous d'être présents pour cette classe virtuelle. Donc, on aura une classe chaque semaine, donc à l'issue de chacune des semaines de formation que vous assistez sur la gestion de projet. Donc, je n'ai pas eu encore le loisir de vous rencontrer, donc c'est la première fois pour moi. Vous avez pu, pour certains d'entre vous, vous partager un petit peu votre parcours, votre expérience et vos attentes sur la formation sur la plateforme Padlet, et je vous en remercie. Mais pour avoir un petit vernis de vive voix et de manière rapide, j'aimerais qu'on fasse un rapide tour de table sur ce qui vous amène à réaliser cette formation et ce que vous y attendez le plus, grosso modo, pour qu'on puisse un petit peu aussi échanger de manière collégiale sur les différentes interrogations qui pourraient se rejoindre entre vous. Donc pour commencer ce tour de table, je vais commencer par Nolwenn, qui se trouve en Oui, bas de moi. bonjour à tous. Écoutez, moi, j'effectue cette formation suite à un licenciement économique. Je travaillais avant en tant qu'office manager. J'ai fait office manager pendant une bonne dizaine d'années. J'évoluais surtout dans des PME, plutôt industrie du béton et BTP. Et là, je voulais voir un petit peu où j'en étais, me permettre de faire le point aussi sur mes connaissances et puis avoir plus de méthodes. Très Voilà. bien. Merci Nolwenn. Stéphanie? Alors on t'entend pas. On ne t'entend pas du tout, Stéphanie. En tout cas, pas pour moi. Non plus. Je te laisse peut-être essayer de te connecter. On va passer à quelqu'un d'autre et d'ici là, on voit si on peut te revoir à l'audio. Je propose à Adriana de faire une présentation. Bonjour, je m'appelle Adriana Varela. Alors j'ai choisi de faire cette formation parce que ça fait à peu près 15 ans que moi je travaille dans le secteur assurantiel où j'ai piloté des projets, mais sans aucune formation en fait structurante, donc avec juste une bonne organisation et du bon sens. Et j'ai choisi il y a 1 an et demi d'ouvrir ma propre entreprise et de partir en aventure dans l'entrepreneuriat. Étant seule aujourd'hui à piloter les projets, je me sens un peu dépassée. Donc en fait, j'ai besoin d'avoir une formation qui me donne vraiment les bons outils et le bon cadre pour que je ne puisse pas en fait partir dans tous les sens. Voilà. Très bien. Merci Adriana. Marion? Bonjour à tous, Marion Bougaré. Aujourd'hui, moi, je suis responsable d'intégration dans un groupement d'opticiens indépendants. Donc, je mène des projets d'accompagnement d'adhérents dans leur installation de magasin. Et on va prendre un virage, je pense, dans l'entreprise et on risque d'intégrer beaucoup de magasins en même temps. Donc j'ai besoin moi aussi je faisais comme Adriana, avec du bon sens, on organise les choses. Mais aujourd'hui j'ai besoin de structure et vraiment de pouvoir piloter et pourquoi pas pouvoir piloter plusieurs projets en même temps. Voilà. Donc voilà ce que j'attends de la formation. Très bien, c'est tout à fait possible. Merci. Pas de souci. Paul? Bonjour à tous, moi c'est Paul Tubins. Alors ça fait 4 ans et demi que je travaille pour un développeur éolien et donc moi je suis dans la météo, je suis chargé de mesure. Et alors voilà, c'est pour savoir un petit peu la formation, si je peux la mettre en parallèle aussi avec ce que je fais, sachant que je fais du management transversal, donc voilà, je suis en lien avec les chefs de projet, avec les chefs d'équipe, et voilà, je voulais voir un petit peu la théorie qu'il y avait sous-jacent à ça, parce que j'ai une formation surtout technique et j'ai jamais touché à la gestion de projet en amont. Très bien. Voilà. Entendu, merci Paul. Et enfin Olivier? Oui, bonjour à tous. Donc Olivier, je suis actuellement chef de projet travaux neufs dans une société de cosmétiques de luxe. Ce qui m'amène à faire cette formation, c'est que on a une masse de travail qui est tellement importante aujourd'hui et un nombre tellement conséquent de projets à emmener que j'ai besoin de structure et d'aide à l'organisation. Jusqu'à présent, j'avais une usine de 19 000 m² à gérer sur les différents projets, que ça soit bâtimentaire, process, machine. Et demain, on est en train de construire une deuxième qui fait 21 000 m². Et même si la coque est faite par une AMO, toute la partie process rentre dans notre giron.
et on n'est que 2 chefs de projet pour pouvoir gérer tout ça. Ok. Sacré projet aussi. Oui. Merci Olivier pour ces précisions. Merci à tous pour ces présentations. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous partager mon écran. L'idée est que je vais retracer chaque semaine les différentes notions qu'on a abordées, vues durant la semaine. N'hésitez pas à m'interrompre, c'est une session d'échange. En effet, c'est une classe virtuelle et un cours dont je suis le professeur, mais vous êtes tout à fait légitime d'apporter votre pierre à l'édifice par rapport à votre expérience aussi et par rapport peut-être à des choses que vous n'avez peut-être pas compris ou peut-être pas calquées par rapport à votre environnement. Donc le but est que vous puissiez tout assimiler. Donc en fait, la première semaine, elle est essentielle par rapport au démarrage et aussi par rapport à l'identification des acteurs. Alors l'identification des acteurs, c'est pas quelque chose qu'on fait peut-être dès le départ du projet, puisque on a cette phase où on va essayer d'analyser le cahier des charges, etc. Et en fait, en faisant et en découpant un petit peu tout, c'est là que va ressortir un petit peu la gouvernance du projet et les différents acteurs. Mais pour bien asseoir un petit peu cette position par rapport aux acteurs, et par expérience, je sais qu'il est important de bien identifier qui doit faire quoi dans un projet, puisque je vais souvent le dire, en tout cas vous allez souvent m'entendre le dire, le chef de projet n'est pas responsable de tout. C'est pas parce qu'on a un projet et donc un chef de projet que quoi qu'il arrive par rapport au projet, le chef de projet est responsable. Vous avez tous ces rôles qui ont été partagés durant cette semaine et qui font partie intégrante d'une activité, d'un projet. Tous ces rôles ne sont pas forcément obligatoires. On n'est pas forcément obligé, par exemple, d'avoir un chef d'équipe. Le chef de projet peut être assimilé aussi à plusieurs rôles, mais c'est important d'avoir ce cloisonnement de différents acteurs pour aussi identifier qui doit faire quoi et dans quel contexte. Alors, je ne vais pas vous donner le détail de tout ce que vous voyez à l'écran par rapport aux acteurs, mais je vais surtout vous dire que le commanditaire est un rôle important. C'est un rôle qui doit être unique et porté par une seule personne. Cette personne-là ne devrait pas endosser plusieurs rôles au sein d'un projet. Il y a des cas d'exception, il y a des projets qui sont plus petits, projets de type familiaux, où j'ai eu le cas d'une apprenante qui travaillait avec son mari et sa tante pour monter un genre de fête foraine. Évidemment, elle va être à la fois commanditaire et chef de projet, son mari va être responsable utilisateur et fournisseur, etc., etc. Mais voilà, là c'est un cadre exceptionnel. Mais dans le monde de l'entreprise qui est un peu plus large, l'idée d'avoir un commanditaire qui est un décisionnaire ultime, la personne qui a pensé le projet, qui souhaite vous engager pour le projet, et quelque part c'est la personne vers qui vous allez rendre des comptes. J'en parle puisque c'est la personne qui est entre guillemets la plus importante dans l'organisation du projet, puisqu'elle est en tête, en haut de l'organigramme du projet, de cette gouvernance, et donc c'est important de bien l'identifier au départ. J'insiste sur ce rôle puisque moi aussi, par expérience, j'ai travaillé avec d'autres chefs de projet qui avaient pas mal de soucis sur leur organisation de projet. Et il s'avérait que le rôle du commanditaire n'était pas forcément bien assimilé, bien identifié, en tout cas pas bien assigné. Par exemple, ce chef de projet qui travaillait à côté de moi, pour lequel on avait un interfaçage entre deux applications, pour lui, il arrivait à me dire, écoute, Joy, j'ai des soucis, ça avance pas, il y a plein de problèmes sur l'application, etc., etc. Bon, je veux bien en discuter, mais du coup, ce que je lui ai demandé, c'est du coup, quand tu en parles en comité de pilotage, lorsque tu as le commanditaire à la table et que tu proposes et que tu exposes tes problèmes, quelle est la décision prise? Et là, il me dit, bah, le commanditaire, il vient pas tout le temps en fait au comité de pilotage. Ah, ok. Donc s'il ne vient pas, du coup, mais c'est qui? Et puis là, il me dit que c'est un très haut responsable de l'entreprise qui était une multinationale. En effet, si on a affaire à une personne qui est très haute dans la hiérarchie et qui du coup est pas très disponible, c'est peut-être pas pertinent qu'elle soit identifiée comme commanditaire puisqu'elle sera difficile à solliciter. Il faut une personne qui puisse être à minima accessible ou en tout cas d'avoir un relais qui puisse correctement véhiculer les décisions, en tout cas les prendre à bon escient. Et c'est pour ça que c'est important, si ce collègue-là avait eu la possibilité d'avoir un commanditaire qui prenait les bonnes décisions au bon moment, en effet, la directive, elle est donnée et on n'est pas voué à l'échec avec une anarchie.
Voilà, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui permet de vous montrer que c'est important de bien identifier les personnes au sein d'un projet. Parmi tous les rôles qui sont exposés, est-ce que vous avez des questions en particulier? Oui, Moi, j'ai faites. une question. Ah, pardon. Vas-y, Vas-y. je ne sais pas s'il y a Ok, Adriana et Marianne. merci. Alors, je me suis noté 3 questions par rapport au rôle. Oui. Pour bien comprendre, le chef d'équipe, c'est lui qui va manager l'utilisateur, le fournisseur et le support projet, ou il peut manager plus d'acteurs en fait dans cette liste? Alors le chef d'équipe, il est plus côté opérationnel, plus proche du terrain. Le chef d'équipe, c'est la personne qui va, lui, rendre des comptes au chef de projet, puisqu'il reçoit les ordres de mission du chef de projet. Quelque part, le commanditaire confie le projet au chef de projet. Le chef de projet organise le projet selon un planning, une ségrégation d'activités, et il sait par exemple que pour ce chantier-là, il va faire appel à telle équipe, ce chantier-là, il va faire appel à telle équipe, et c'est là qu'il va missionner des chefs d'équipe. Ensuite, ces chefs d'équipe, pour leur réalisation, ils ont certainement besoin d'avoir un fournisseur externe ou deux, ou même un fournisseur interne. Et en effet, il va avoir un lien qui n'est pas forcément subordonné, mais un lien où il va certainement missionner ou demander des choses aux fournisseurs. Ça n'empêche pas qu'il y ait un responsable fournisseur, donc qui est à peu près au même niveau que le chef de projet, qui lui a la responsabilité d'assurer la disponibilité des ressources que ce soit matérielles ou de personnes, pour fournir les besoins du projet. Et donc pour fournir le chef d'équipe ou pour fournir le chef de projet directement. Donc il n'y a pas forcément un lien logique subordonné entre un chef d'équipe et des responsables fournisseurs ou des fournisseurs. Tout va dépendre un petit peu du contexte du projet. Ok. La deuxième question, la troisième, vous y avez répondu par la première. La deuxième question, c'était l'autorité du changement. Est-ce qu'en fait, c'est un groupe interne à l'entreprise ou ça peut être un groupe externe à l'entreprise? Ça peut être un groupe externe à l'entreprise. Alors, je n'ai jamais eu ce cas de figure, mais je pense que c'est possible pour avoir un petit peu plus de légitimité. Le but de l'autorité de changement, c'est de prendre les bonnes décisions par rapport à la stratégie d'entreprise, par rapport à la direction que le projet doit avoir. Et en effet, j'ai toujours eu le cas de figure où l'autorité de changement était interne à l'entreprise et même interne en tant comment dire, qu'employé, salarié et non pas consultant. Donc on peut être consultant Ok. et avoir une fonction normale, mais dans la plupart des cas, c'était ça. Maintenant, ça peut très bien être l'autorité de changement peut très bien être constituée de personnes qui sont considérées comme des consultants, mais qui ont une fonction interne. Grosso modo, on pourrait très bien avoir un commanditaire qui est un consultant, je sais pas, Deloitte ou KPMG, etc. Et du coup, c'est un commanditaire qui a des intérêts, qui défend les intérêts de l'entreprise. Là, moi, je ne considère pas ces personnes-là comme externes à l'entreprise. Quelque part, quand je dis externe, je fais appel par exemple à un cabinet genre d'audit qui est totalement externe à l'entreprise, qui travaille de l'extérieur et pour lequel on va adresser des choses et qui va nous retourner des choses. Voilà comment je vois un petit peu la conception de l'autorité de changement. Je ne sais Ok. pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux acteurs du projet? Oui, moi j'avais une question. J'ai du mal à vraiment dissocier, faire vraiment la différence entre responsable utilisateur et responsable fournisseur. Le responsable utilisateur va défendre les intérêts des utilisateurs. Quelque part, faut que tu puisses te projeter à la table du comité de pilotage, où grosso modo à peu près toutes les personnes qui sont identifiées comme acteurs, peut-être le chef d'équipe de manière optionnelle, sont autour de la table et vont défendre leurs intérêts. Le commanditaire, ce qu'il veut, lui, c'est que le projet soit fait dans les temps, dans le budget, etc. Le responsable utilisateur, c'est lui qui, au final, va devoir recevoir le projet lorsqu'il va être livré. Donc quelque part, il veut que ce soit conforme, il veut que ça fonctionne et que ce soit fluide, il veut que ça corresponde à tout ce qu'il a, entre guillemets, alors c'est pas lui qui l'a demandé, mais ça va servir ses besoins à lui. Donc le responsable utilisateur va être la personne qui va vraiment aussi mettre à disposition du projet, ben voilà, j'ai telle personne qui est disponible pour faire un test si tu as besoin, pour être sûr que ça fonctionne comme attendu, etc. Le responsable fournisseur, lui, est plus la personne qui va fournir les services au projet quelque part. Un responsable fournisseur, si on est dans
un aspect plutôt matériel, immobilier, va être la personne qui va être en lien avec tous les prestataires externes. Grosso modo, je suis chef de chantier en tant que chef de projet. J'ai besoin de m'assurer que si je travaille toujours avec Laura Merlin, entre guillemets, hein, bon, je pense que c'est vraiment pas le cas dans l'immobilier parce que c'est autrement, mais je sais que j'ai un contact à Laura Merlin, il faut qu'il m'assure d'avoir les matériaux disponibles en temps et en heure par rapport aux dates prévues pour le projet. Voilà le genre de fonction que peut avoir un responsable fournisseur. J'essaie de le schématiser hein, sur un domaine qui n'est pas forcément le mien, mais j'espère que tu as pu comprendre la différence entre les deux. Ok, merci. J'avais également une question. L'autorité de changement, est-ce qu'elle est identique au comité de pilotage, au COPIL? Elle peut. Elle peut. Elle peut être identique au comité de pilotage. Tout ça doit être décrit. Mais en effet, c'est pour ça que j'ai bien dissocié les deux. Il est possible d'avoir une autorité de changement qui est externe à l'organisation du projet. Il y a des entreprises qui fonctionnent de cette manière-là en ayant une autorité de changement qui traite uniquement les changements de tous les projets de l'entreprise. Et du coup, on leur confie on leur liste le changement, on leur adresse et ils valident le changement ou pas parce qu'ils ont une échéance, enfin ils ont des occurrences toutes les semaines par exemple, et ils se disent voilà toutes les semaines ils revoient tous les projets avec tous les changements et du coup c'est une entité qui est délocalisée du projet. Ça peut arriver. Mais le comité de pilotage est tout à fait légitime d'être aussi assimilé à l'autorité de changement. Merci. Je t'en prie. D'autres questions par rapport aux acteurs ? Sinon, je propose de passer à la suite avec le cahier des charges. Alors, vous l'avez vu avec l'exercice pour l'anniversaire de mon neveu. Le cahier des charges, c'est un petit peu la petite feuille sur un coin de table dans la salle de café avec sur laquelle vous allez écrire, en tout cas un petit brouillon avec votre commanditaire qui vous prend par la main et qui vous dit j'ai besoin de toi là pour un projet, je veux ci, ça, pourtant, etc., etc. C'est un petit peu la feuille de brouillon et les prémices du projet, c'est ce qui va aussi lancer votre projet. Mais pourquoi il faut aussi l'avoir de manière structurée? C'est pour être sûr de ne rien oublier. Il faut aussi avoir un minimum d'informations. Le commanditaire ne peut pas venir vers vous en vous disant j'ai besoin de ça pour tant, tant de sous, et puis ciao, bye, bisous. Non, il faut quand même un petit peu d'informations et c'est pour ça que cette structure doit arriver, même si ça paraît d'être informel, de poser les bonnes questions pour être sûr de remplir toutes ces cases. Quelles sont les répercussions si on implémente le projet, même si c'est pas précis, mais ça vous donne une bille pour au moins, pour la suite, extrapoler et décliner ce cahier des charges en business case. Et ça, c'est important puisque le business case, lui, va être le contrat que va passer l'entreprise avec votre projet, le contrat détaillé. Et tout ça va partir d'un cahier des charges qui est au début un brouillon, qui va être ensuite étoffé et qui va par la suite devenir un business case. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au cahier des charges? Donc en fait, toutes les envies donc de la personne, le neveu de Joy par exemple, c'est dans les contraintes en fait qu'il faut l'indiquer. Parce qu'en Alors, fait, du coup, je me suis dit, parce que l'idée du cahier des charges, c'est de faire la liste effectivement de tout ce qui est désiré, mais en fait, je sais pas pourquoi j'avais vu un tableau où il n'y avait pas marqué les contraintes. C'est pour ça que du coup, j'ai pas indiqué toute la liste en me disant, bah ça, c'est peut-être plus le business case, c'est peut-être plus après qu'il faut lister toutes ces choses-là. en effet, les contraintes, c'est bien un paramètre du cahier des charges. Il est possible sur la plateforme qu'il n'ait pas récupéré le dernier document à jour. Enfin, ça fait quand même plusieurs mois que j'avais fourni. La partie contrainte était oubliée, donc j'ai demandé de la rajouter. Donc c'est possible que ce soit un problème d'affichage. Mais en effet, la partie contrainte va devenir le volet risque dans la partie business case. Grosso modo, quels sont les risques possibles et pour les répercussions, quels sont les impacts possibles. Dans le cas de l'anniversaire, les contraintes pourraient être, il y a peu d'invités par rapport au nombre de camarades qu'a le neveu. Il peut y avoir une contrainte par rapport à la météo. Donc voilà, pas mal de petites choses qui peuvent rentrer en ligne de compte sur le cahier des charges. Ok, ouais, je pensais que c'était plus lié aux répercussions, ça, l'idée de la météo, ou des choses qu'on n'aurait pas prévues justement. Alors justement, les répercussions vont être ce qu'il est possible de prévoir à l'issue de l'implémentation du projet.
Dans ce cas-là, on a le cas de si des étudiants, des invités, enfin des camarades n'avaient pas été invités, les répercussions seraient, il faut gérer un petit peu les frustrations. Grosso modo, faut gérer un petit peu ça peut aussi être un risque. Gérer le risque, pas mal de personnes ne veulent plus être son copain. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Rapporter peut-être un petit gâteau à la classe pour dire, voilà, j'ai fêté mon anniversaire ce week-end, je vous rapporte un gâteau en même temps. Grosso modo, c'est comment gérer cette répercussion-là. Ok. Possible. D'autres questions par rapport au cahier des charges? Pardon. Le cahier des charges, en tant que tel, comme vous le voyez là, c'est pas quelque chose qu'on diffuse aux fournisseurs. C'est en interne. En fin de compte, c'est l'expression du besoin du responsable. Comment vous le nommez? C'est l'expression du besoin, bien vu. Du responsable utilisateur. Surtout entre le commanditaire et le chef de projet. Le responsable utilisateur peut en effet être dans la boucle, puisque c'est lui qui, au final, va bien recevoir les desiderata du commanditaire. Mais quelque part, il faut bien s'assurer, lorsqu'on rédige le cahier des charges, lorsqu'on a fini de faire un brouillon et d'en faire un cahier des charges construit, de le transmettre au commanditaire pour être sûr que c'est bien ce qu'on a compris de ce qu'il nous a dit. Et si il nous l'autorise, de bien le partager avec le responsable utilisateur ou les responsables utilisateurs, s'il y en a, pour s'aligner. Donc, c'est là où, en effet, il faut bien respecter cette entre guillemets, hiérarchie avec le commanditaire. Parce que si, en effet, tu vas dans ton coin avec le responsable utilisateur et puis lui, il rajoute des choses, puis le commanditaire, non, moi, c'est pas ce que j'avais en tête. Ça va pas rentrer dans le budget, c'est pas la stratégie d'entreprise. Le commanditaire, c'est quand même la personne, le décisionnaire ultime par rapport au projet. Donc, c'est important de bien respecter ça. Ok. Par rapport au business case, donc c'est le document qui est bien plus conséquent par rapport au cahier des charges et donc du coup qui est construit de manière à ce que on ait le maximum de détails par rapport au projet et par rapport aux attendus du projet. En effet, on a cette partie sommaire, contexte qui va venir expliquer un petit peu dans quel environnement le projet va venir s'installer, les bénéfices qui sont attendus, les contre-bénéfices qui peuvent être soit de manière chiffrée, donc par rapport à un gain pécunier ou par rapport à une perte, mais aussi peuvent être des bénéfices ou contre-bénéfices non tangibles, donc quelque chose qu'on peut percevoir mais qui ne va pas forcément apporter des sous à l'entreprise. Mais le volet qui s'ajoute par rapport au cahier des charges sont la partie risque et aussi la partie retour sur investissement, donc le ROI. Le ROI est un indicateur qui est calculé par l'entreprise et par l'autorité qui valide les projets et les business cases de manière à vérifier si le projet est viable et s'il va apporter quelque chose d'important à l'entreprise. Par contre, le ROI, même s'il est positif ou même s'il est négatif, il ne va pas forcément être un critère déterminant. Pourquoi? Il y a des projets de type sécurité qui peuvent être approuvés, même s'ils ont un ROI qui est très négatif. On va penser qu'une entreprise souhaite renouveler son parc informatique, renouveler tous ses ordinateurs vieillissants de plus de 20 ans. L'idée, quelque part, l'entreprise va investir des sous, c'est sûr. Elle ne va pas forcément en gagner directement. En tout cas, ça ne va pas être perceptible. Quelque part, avec des nouvelles machines, si on passe d'une génération à une autre, évidemment, les ordinateurs sont bien plus rapides, les utilisateurs sont bien plus satisfaits, puisque derrière, ils vont pouvoir utiliser des choses qui vont s'exécuter bien plus rapidement, mais difficile en tant que chef de projet de dire « Ah ben, on va gagner, pour faire cette tâche, on va gagner 5 secondes, 10 secondes, 1 minute par jour, par semaine. » Voilà, c'est vraiment un calcul qui est un peu plus drastique. Mais on sait que la performance de l'entreprise va être là, va être au rendez-vous, et on sait que la sécurité de l'entreprise va être aussi assurée. Donc ce genre de projet peut totalement être approuvé, même si le retour sur investissement est négatif. Pour autant, d'autres projets qui ne seront pas de type sécurité, on va devoir demander d'avoir un ROI qui soit à minima de 5%, parce que la stratégie d'entreprise souhaite approuver uniquement les projets qui sont
au-dessus de 5%. Ça m'est déjà arrivé. Mais voilà, c'est un indicateur qui permet de vérifier la viabilité du projet. Pour le volet risque, c'est pas toujours ajouté, c'est pas toujours pensé, mais les risques sont importants d'être identifiés au moment du business case, en tout cas au moment où on valide le projet. Quelque part, un projet, c'est une perspective. On souhaite réaliser cette activité pour l'entreprise, on souhaite fournir ces services à l'entreprise, mais on ne part pas forcément la fleur au fusil. C'est une estimation. Le projet va avoir des événements qui vont intervenir durant sa vie de projet, des incidents, d'autres faits positifs, et quelque part, on identifie dans un registre de risque à minima 5 risques qui pourraient intervenir au sein du projet. Ça permet aux commanditaires, aux personnes qui valident le projet, d'être conscients que le risque n'est pas forcément tout beau, tout rose, mais que derrière, quelque part, il y a aussi des choses qui pourront engendrer des événements négatifs sur le projet, mais qui peuvent être gérés avec des réponses que vous pouvez déjà apporter. Donc voilà quelque chose qui peut apporter un peu plus de crédibilité au chef de projet et au projet lorsqu'il est soumis pour validation. Est-ce que vous avez des questions par rapport au business case? Oui, moi j'en ai une par rapport aux risques. Quand on présente les 5 risques minima, est-ce qu'il faut contrebalancer ces risques avec peut-être des opportunités? Si je peux le dire de façon plus concrète, je cherche des investisseurs pour un projet, je fais mon business case, et je leur dis, bon, bah, le risque, c'est qu'en fait, je me plante, que le projet voilà, et que vous perdiez votre argent, mais en contrepartie, pour pallier à ce risque, voilà les solutions que l'on propose. Est-ce qu'à ce niveau-là, on le dit, ou on ne le dit pas du tout, on énonce juste les risques dans le business case? On n'est pas obligé de contrebalancer avec des opportunités. Et je te dirais même que c'est bien plus compliqué de trouver des opportunités dans un projet que des risques, enfin que des risques négatifs, puisque les opportunités sont un risque positif. Néanmoins, si tu en as, c'est important de les proposer, puisque ça permettra aussi à l'autorité qui valide les projets de comprendre qu'il y a aussi des choses qui peuvent venir améliorer en fait la vision qu'on a par rapport au projet. En tout cas, ce qui est important d'avoir par rapport au risque, c'est de proposer une solution. Valide ou pas, ou en tout cas de proposer quelque chose qui va pouvoir répondre au risque. De se dire que voilà, quelque chose d'important peut impacter le projet. En réponse à ça, j'ai déjà vu avec un tel, si ce risque arrive, on propose, ou en tout cas pour éviter que le risque arrive, on propose de réaliser telle ou telle action. Donc ça permet déjà de dire, bah, attention, quelque chose va arriver, mais c'est sous contrôle. C'est un petit peu l'idée. Après l'opportunité, en effet, hein, enfin, j'aimerais avoir bien plus d'opportunités à proposer dans un projet, mais le projet déjà en lui-même est une opportunité pour l'entreprise, donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Si d'autres opportunités arrivent, en tout cas se proposent pour le projet, c'est bien les identifier, mais pas de mal à ce que pour 5 risques, il y ait 5 opportunités. C'est pas l'idée. Et même, je te dirais que c'est compliqué de trouver, avant que le projet démarre, 5 risques négatifs. C'est toujours un peu délicat. Si déjà tu en trouves 2 ou 3, c'est déjà très très bien. C'est pour ça que je propose d'avoir un minima de 5 risques pour consolider un petit peu la vue. Mais voilà l'idée. Ok, merci. Je t'en prie. Et enfin, le volet communication. Alors, j'ai proposé deux outils de communication dans cette formation, qui est la matrice et le plan de communication. La matrice, elle n'est pas forcément systématique. Pourquoi? Parce que la matrice va recenser le nombre de personnes, enfin en tout cas le nombre de personnes, les personnes ou les groupes de personnes qui sont susceptibles de devoir recevoir une communication par le projet. Mais c'est intéressant si on travaille dans un environnement qui est vaste, avec un projet d'envergure, et pour quelque part être sûr de n'oublier personne. Si votre projet a une dizaine, quinzaine de parties prenantes, peut-être pas nécessaire d'avoir une matrice de communication. En revanche, le plan de communication, lui, va retracer les communications à envoyer dans la chronologie du projet. Vous le voyez sur la gauche, il y a l'initialisation, l'exécution et la clôture. Donc, par rapport aux différentes phases du projet, vous allez lister, en fonction des échéances importantes, des jalons importants, les communications à envoyer. Et comme ça, vous pouvez aussi cocher au fil de l'eau, ben voilà, cette communication elle a été envoyée parce qu'on l'a fait, ça aussi on l'a envoyé parce qu'on l'a fait, etc., etc.
Et ce plan de communication est tout à fait évolutif. Vous avez en effet une vue au début du projet qui vous permet de lister les échéances importantes, mais il se peut que lorsque vous démarrez votre projet, vous vous dites ah ouais, mais il y a ça à faire aussi, c'est pas mal, je pense que c'est important, je pense que c'est important aussi de le communiquer depuis le projet. Donc voilà un petit peu les outils sous forme de tableau qui sont tout à fait adaptables à votre environnement et qui peuvent être utilisés comme moyen de tracer la communication. Et du coup, une question. Donc, en fait, quand on met les responsables à droite, donc c'est la personne qui devrait communiquer, mais au chef de projet, en fait. C'est toujours Alors, relatif ou à moi-même. Alors, pas forcément au chef de projet, c'est une communication qui, en tout cas, vient de l'environnement projet. Donc, il se peut que, par exemple, il y a un livrable important qui intervient durant le projet. Alors, en fonction de la taille du projet, peut-être que le chef de projet sera responsable de toutes les communications. En fonction de la taille du projet, on peut se dire qu'il y a un pôle soit un pôle communication, dans ce cas-là, c'est des personnes qui sont dédiées à ça, parce que le projet est vraiment très très grand, mais ça peut être aussi des personnes qui sont responsables des différents livrables, ça peut être les chefs d'équipe. On se dit qu'il y a 4 ou 5 chefs d'équipe qui interviennent au sein du projet et qui, du coup, ont des livrables qui sont conséquents. Quelque part, le volet communication va être important parce que d'autres chefs d'équipe, par exemple, ont la nécessité d'avoir une information par rapport à ce que leurs collègues réalisent pour peut-être s'atteler à ce livrable et du coup pouvoir produire ce qu'ils ont livré en fonction du livrable qui a déjà été produit. Tout va dépendre en effet du contexte du projet. C'est pour ça que ce champ est laissé libre. Dans mon cas, j'ai souvent été responsable des communications, mais il se peut tout à fait que des chefs d'équipe ou d'autres personnes au sein du projet puissent être associés à ces communications. C'est pour ça que du coup, ce que je trouve pas très clair, ou en tout cas ce que j'aurais mis à la place de responsable, c'est plutôt une colonne pour émetteur et un autre pour destinataire. Comme ça, au moins, on aurait pu voir un peu mieux les flux, les échanges. C'est tout à fait possible. C'est vrai que c'est responsable de communication. On ne dit pas forcément vers qui, mais en effet, on peut mettre. C'est quelque chose qui peut s'ajouter dans le tableau en mettant responsable de l'émission, en tout cas émetteur de la communication, et destinataire, grosso modo, les groupes cibles qu'on a dans la partie matrice, par exemple. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques par rapport à la communication ou par rapport à toutes les notions qu'on a partagées aujourd'hui? Dans l'application réelle d'un projet, Oui. on est d'accord que ce type de matrice et plan, elle évolue constamment. Elle peut évoluer constamment, oui. Oui, c'est entre déjà la vie d'une entreprise et les personnes qui migrent d'un poste à un autre, c'est déjà évolutif. Mais aussi parce que souvent, on découvre que des fonctions ont besoin d'une information et qui n'étaient pas forcément identifiées au départ. Donc oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est pas figé, c'est pas gravé dans le marbre. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Moi, c'était une autre question sur le J4 qu'on n'a pas évoqué. Donc au niveau de l'escalade, le processus d'escalade, donc quand effectivement donc on remonte d'un palier, quand la solution au palier n ne peut pas être trouvée, on la remonte au palier n+1. Oui. Une fois que c'est remonté au n+3, n+4, ensuite est-ce que ce sera une escalade à l'envers ou alors pas forcément? Alors non, pas forcément. L'idée du processus d'escalade, c'est d'avoir à minima un processus qui est identifié et utilisable en cas de problèmes significatifs, critiques et pour lesquels on n'a pas forcément une réponse par un moyen normal. Donc avec l'exercice qui a été proposé, si en effet il y a une absence, qui n'était pas prévue et pour le coup on ne sait pas, on n'a pas l'information de savoir où se trouve ce dont on a besoin et que personne ne répond, en effet on passe au niveau au-dessus. Et donc l'idée quelque part est que le premier qui répond, et ça m'est déjà arrivé d'avoir escaladé au 1er niveau, au 2e niveau, jusqu'au 4e niveau, mais le temps que le 4e niveau réponde, c'est le niveau 2 qui m'a répondu en disant: «Bah si, voilà, c'est bon, j'ai l'information, c'est là, c'est là». Donc il n'y a pas forcément ensuite de logique, par rapport au retour.
la finalité, à la fin, une fois que le problème est résolu, ou en tout cas qu'on est en voie de résolution, c'est que l'idée, c'est d'aller droit au but dans la résolution et pas forcément se fier à un process. Le process existe surtout pour identifier les acteurs qui doivent faire part de ce process. Donc, quelque part, ils sont identifiés, mais ils ont aussi la connaissance qui doivent être sollicités. Ça veut dire qu'ils doivent se rendre disponibles. Et l'idée, quelque part, est que ensuite, une fois qu'on a l'information et qu'on a la solution, ben, on y va, quoi. Ok. Pas d'autres questions? J'ai vu que certains d'entre vous avaient pu me transmettre leurs exercices, donc j'y ai répondu. Il y en a encore qui sont en cours de réponse. Je vous partagerai dans l'après-midi les corrections aux exercices. Si vous n'avez pas tout fait d'ici là, jouez le jeu et faites les exercices et ensuite regardez le corrigé. Mais sinon, je m'engage à vous répondre lorsque j'aurai vos exercices, donc au plus vite. Donc pas de souci pour ça. Okay. Si pas d'autres interrogations, écoutez, je vous propose de clore pour cette semaine. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Merci, bon week-end. Bon week-end. Merci. Merci, à vendredi. À vous. Au revoir. Au revoir.